Egunon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir M. Edouard Maïté et Noël Ericard de Goïseco. Allez, c'est parti. Egunon, M. Edouard. Oui, bonjour. Egunon, M. Noël. Egunon, Alassane. Bonjour, comment vous allez? Eh bien, ça va tout à fait bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de 100 ans de fronton de Garassi. Non, là, vous avez un petit peu un démarrage difficile. Je vais vous expliquer assez rapidement, je l'espère. Je ne veux pas garder la parole tout le temps. Noël Ricard va certainement me rectifier dans certaines dates ou dans certaines situations que nous avons peut-être actuellement. La première chose dont il faut parler, c'est la création du grand fronton de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui a été construit en 1897. C'est pas de maintenant. Et ce fronton avait une réputation extraordinaire. D'abord, il était très grand, comme vous le constatez encore aujourd'hui. Mais surtout, les journalistes disaient, les grands journalistes qui suivaient la pelote, qui était à ce moment-là même déjà professionnel, ils parlaient surtout de ce grand fronton dans un écran de verdure. Et nous avons connu, quand on était jeunes, tout au long des côtés latéraux, dans ce fronton, on a connu des platanes, et après, s'était installé des garages et autres. Donc, cet emplacement était quelque chose d'idéal, et surtout ce fronton magnifique a eu sa notoriété, mais à un haut niveau. D'ailleurs, c'est devenu un petit peu la coqueluche de ce fronton, c'était que nous avons eu souvent la participation de Chiquito de Cambo, donc à Grand Chistera. Et Chiquito de Cambo, quand il venait faire donc ces parties qui se jouaient bien sûr durant les fêtes patronales au niveau du 15 août, c'était déjà une vedette. C'était donc juste après la guerre. Déjà, il était connu bien sûr avant la guerre, mais c'est surtout son époque glorieuse. Et il venait en train de Cambo à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port, il était reçu comme un roi, parce qu'il y avait une foule qui marchait avec lui jusqu'à la mairie. Ça, c'est extraordinaire. Ah oui, c'était extraordinaire. Et ça se situe aux environs de 1922-1923, c'est-à-dire après la Grande Guerre. Donc ce grand fronton municipal a connu aussi à main nue, dans cette époque-là, 1922. On a d'ailleurs des affiches que nous avons récupérées pour le 90e anniversaire avec les vedettes de la main nue, les frères Dongay, ce Mondragones, qui était le numéro 1 côté espagnol. Bon, ce fronton a connu des situations de grands joueurs professionnels, Arcé, de cette époque-là, et il remuait les foules. Mais bien sûr, c'était durant les fêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est-à-dire au niveau du 15 août. Voilà. Ça, il faut démarrer par cette situation de ce grand fronton, parce que le fait d'avoir construit ce fronton, ça a permis d'abord de découvrir le Grand Chistera, parce que nous, dans les villages, enfin, nos grands-parents en particulier, ou nos parents, jouaient à main nue, bien sûr. Mais à main nue, à cette époque-là, c'était pas la pelote que nous avions maintenant, c'était des pelotes qui étaient dures comme du caillou. Mais comme les mains étaient faites, parce que la plupart des joueurs, c'était des paysans, dans toute la noblesse du terme, mais ils avaient les mains faites, quoi. Ils avaient le râteau, la faux et compagnie, et ils avaient des cannes, quoi. Ils n'avaient pas besoin de mettre des pansements. Et surtout, il avait des mains qui étaient beaucoup moins fragiles, mais la pelote était extrêmement dure. Mais par contre, pour en revenir à ce grand fronton, le fait que Chiquito de Cambo était la vedette incontestée mondiale même, eh bien, c'est une spécialité qui a été jouée à la Goïseco Isara à partir de 1921. Ça a été une spécialité, le Grand Chistera. Alors c'est quand même très amusant, parce que le Grand Chistera, eh bien, c'est toute la rue d'Espagne. Dans chaque maison de la rue d'Espagne où il y avait un garçon, ils ont tous, j'allais dire presque, ils sont tous nés avec une chistera à la main. Et c'était assez particulier. Je ne peux pas vous citer la liste de tous ces joueurs de la rue d'Espagne, mais il y en a une quarantaine. Et c'était quand même... Et cette spécialité, elle est restée pratiquement saint-janaise. Et au niveau de la Goïseco Isara, donc les deux spécialités qui étaient très importantes, c'était le Grand Chistera et la main nue.
Et j'ai le souvenir de Pista, qui était un grand joueur de Chistera, qui a joué avec Urruti et compagnie, qui était de la rue d'Espagne. Eh bien, lui, quand il y avait ces fameuses ces assemblées générales de la Goïse-Coïsara, au niveau, bien sûr, de ces joueurs qui participaient, comme ce joueur de main nue, et il avait le chic de dire nous, les joueurs de Chistera, nous sommes des artistes. Vous, les joueurs de main nue, vous êtes les laboureurs de la cancha. Là, ça signifie bien qu'il y avait quand même une séparation qui n'était pas négligeable, mais enfin dont on souriait certainement quand on discutait, on n'en voulait pas, bien sûr, à une déclaration comme celle-là. Donc ce grand fronton, c'est le départ donc de la pelote à main nue comme à Chistera. La deuxième étape dont il faut prendre la situation suivant les dates. On vous écoute. Mais arrêtez-moi si je parle trop vite ou trop tôt. On est passionné de vous raconter cette histoire magnifique. Là, il faut que vous gardiez effectivement cette interview pendant peut-être des années. Quand on ne sera plus là, vous aurez l'occasion d'en reparler. Et ça sera précis. Parce que, oui. Juste pour revenir sur Chiquito, est-ce que vous avez des photos de lui dans votre musée ou quelque chose qui l'avait touché? De Chiquito, il y a des livres. Bon, il n'y a pas un bal, pas balle, mais un pilote. À Saint-Jean-Pied-de-Port, nous, on a surtout les affiches de 1921, mais surtout celles de 1929 aussi, ou 32, où là, il y a l'affiche, mais sans les photos. Mais vous allez trouver des photos de Chiquito partout. Ça a été une vedette terrible. D'ailleurs, il y a un livre que j'adore de l'ancien journaliste regretté Boutia, Lagisquet, qui était de Cambo et qui était instituteur, qui a fait un livre remarquable sur donc Chiquito de Cambo. Bon, pour en revenir à ce qui était de la pelote donc à Saint-Jean-Pied-de-Port et aux environs, bien sûr, puisque tous les frontons sur Saint-Jean-de-Vieux, 1900. Donc, vous voyez, 1897 Saint-Jean-Pied-de-Port, 1900 Saint-Jean-de-Vieux, on n'est pas loin toujours de Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein. C'est un peu dommage, mais enfin bon, ça c'est de l'histoire. Parce que Saint-Jean-de-Vieux, je vous rappelle quand même que Saint-Jean-de-Vieux, ça a été la capitale. Avant que Vauban nous construise les remparts et compagnie, Saint-Jean-de-Vieux, c'était une place forte. Bon, ceci étant dit, je reviens à la Goïse-Coïsara qui a été créée le 1er mai 1921. Alors pourquoi elle a été créée le 1er mai 1921? Parce que la Fédération française de pelote basque a été créée en début janvier 1921. Le président fondateur était donc Ibar Negaray. Ibar Negaray, qui était du R6, député, et c'est lui qui a suscité, à la suite donc de cette fondation de la fédération, à Saint-Jean-Pied-de-Port, ils ont voulu créer donc une société. Ils ont créé bien sûr la société qui s'appelait Goïse-Coïsara en 1921. Et pourquoi Goïse-Coïsara? Parce que le président de la Goïse-Coïsara à ce moment-là, c'était Léon Barbier, donc qui est devenu pâtisserie Milox, mais lui c'était le pâtissier qui avait le secret du fameux gâteau basque. Voilà, lui il avait le secret. Et c'était un barde, enfin il faisait des perchoux, et puis c'était, d'après je ne l'ai pas connu, mais c'était un type fort sympathique, mais qui aimait bien rigoler, bien vivre, bon tout ça c'est bien. Et donc ils l'ont installé premier président donc, de la Goïse-Coïsara. Et la Goïse-Coïsara, si vous ne le savez pas, M. Lassane, ça veut dire l'étoile du matin. Ah, c'est super, hein, parce que je ne savais pas vraiment, mais je ne vous mens pas, mais c'est super d'entendre ça et traduire. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Donc, on le doit à Léon Barbier. Et avec Léon Barbier, le premier comité directeur, c'était... nous avions donc le père de Michel Enchospé. Nous avions... ils étaient 3 ou 4 là. Après, il y a eu Daguerre, qui est devenu aussi président de Goïseco, qui était maire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, de suite, cette Goïse-Coïsara a créé quand même une grosse émulation, parce que il faut dire que ça venait après la Grande Guerre. Donc, beaucoup de jeunes, malheureusement, avaient disparu. Donc, les gens ont voulu effectivement reprendre une vie
joyeuse si possible, après avoir donc regretté tous ces décès. Oublier la guerre un peu. Pour oublier la guerre. Je pense que c'est pour oublier la guerre. Et il faut ajouter quand même qu'il n'y avait pas que la pelote. Il y avait la boxe, il y avait déjà il y avait le rugby, il y avait le cyclisme, etc., le basket. Il y avait beaucoup de spécialités hors pelote basque. Et dans les spécialités, donc, bon, ça serait... Noël Ricard connaît mieux que moi, puisqu'il a créé ce DVD donc il y a 10 ans. Il a, par des photos et par des textes, on a refait vivre il y a 10 ans, pendant donc ces 90 ans qui sont succédés, parce que justement en 1921, après la guerre, il y avait donc le rugby est arrivé en 1923-24, mais le basket beaucoup plus tard, mais surtout il y avait la préparation militaire. Il y avait la préparation militaire, et qui a duré au moins 20 ans. Hein. Et donc, mais ça se comprend, parce que ça venait après la Grande Guerre. Donc voilà, la Goïseko-Isora qui se lance dans cette aventure de pelote. Le rugby rejoint donc la Goïseko. Il y avait aussi des danses basques, et puis enfin, bon, il y a eu une vie extraordinaire. Et le premier titre de la Goïseko-Isora, premier titre de champion de France, c'est en 1930, à main nue, avec Antonio Martinez et Bergerot, dont le petit-fils, qu'on connaît au niveau de la pelote, un grand joueur de palette à cuir. Donc, 1930. Et à partir de là, jusqu'à la Seconde Guerre, la Goïseko commence à se structurer, puis commence à sortir des grands joueurs, Borda, Doré justement d'ici, d'Ispour, Alexis Segui, dont le petit-fils est justement parmi, nous l'espérons, qui est un grand espoir. Donc toute une pléiade de joueurs qui jouent même contre des grands professionnels qui s'appelaient Don Gaitz et qui s'appelaient Ignacio, tous ces gens-là qui étaient vraiment les grands joueurs de l'époque. Et arrive à ce moment-là, 1937, création du trinquet Garat. Donc un privé se lance dans cette construction du trinquet. Parce qu'il faut dire que le trinquet, ces joueurs de pelote, ces grands joueurs, il n'y avait des trinquets que sur la côte. Sauf ici à Saint-Palais, où donc, qui date, je crois, de 1896 ou 97, avec donc un mécène, un magnifique trinquet, et qui a connu aussi une gloire extraordinaire avec, dès le début, avec des grands joueurs professionnels, même qui venaient d'Amérique du Sud. Bon, ceci, ce n'est pas dans notre ressort. Mais donc, la Goïseko-Isara, du fait que il y a un trinquet qui s'installe à Saint-Jean-Pied-de-Port, et vous avez vu que c'était la situation de ce trinquet, le père Garat, avec son fils Jean-Pierre, le père de Garat, c'était Joseph. Attendez, ils achètent l'Hôtel de France. L'Hôtel de France, c'est ce qui est actuellement qui est chez Olaran, qu'on appelle le trinquet Olaran, enfin le trinquet qui est attenant au trinquet. Et il fait un troisième étage, construit un troisième étage. Et si mes souvenirs sont bons, cet Hôtel de France était tenu par Brana, le grand-père de ceux qui sont actuellement à Ispour. Donc, il monte un troisième étage et il construit le trinquet attenant, disons, côté sud, oui, vers le nord, un trinquet d'un espace que vous connaissez actuellement. Et Jean-Pierre, enfin, le père Joseph et Jean-Pierre font... c'était extraordinaire. L'inauguration a lieu en 1937, donc ils ont commencé au moins quelques années avant. Mais surtout, ils ont fait un trinquet qui est un joyau. Vous avez vu que ces murs sont roses à l'extérieur, des pierres roses qui sont magnifiques, taillées magnifiquement. Mais le charme déjà de ce trinquet, quand on le voit comme ça de l'extérieur, il est rare. Là maintenant c'est des béton armé, tout ce que vous voulez, avec la peinture par-dessus, mais là on n'a pas besoin de mettre de peinture. Ça donne tout ce qu'il faut comme disons, plaisir à regarder.
Continue. Parle un peu. On t'écoute. Voilà, donc, pour continuer sur le trinquet, c'est vrai que c'est un ouvrage remarquable. Les premières années, je pense 37-38, il n'y a pas de toiture. Les premières photos que nous avons des parties de pelote au trinquet, eh bien, à partir du deuxième étage, on est à ciel ouvert. Voilà. Après, il y a eu une toiture avec une charpente métallique très élégante, très fine. On change un petit peu de l'architecture de pierre des murs, des murs latéraux et du frontis. Et voilà, c'était parti pour le trinquet. Le gros avantage, c'était que les joueurs de pelote pouvaient jouer l'hiver, parce que bon, malheureusement, il pleut quelquefois. Et donc, voilà, ça permettait de jouer à la pelote à main nue, avec les instruments, la pala, etc., pendant toute la saison. Voilà. Et surtout d'attirer du monde pour les parties de pelote. Et surtout, ce qui se faisait à l'époque, beaucoup, c'était les défis. Défi, Edouard, ça appartenait toujours au Garat après ou comment ça se passait? Alors, ce trinquet Garat, pour en revenir à ces pierres quand même magnifiques extérieures, il ne faut pas oublier que les Garat détenaient des carrières. C'est pour ça qu'ils se sont permis de mettre autant de pierres au niveau de leur trinquet, quoi. Hein. Et surtout, ils avaient déjà l'occasion, certainement par des renseignements qu'ils avaient avec d'autres trinquets qui étaient sur la côte, ils ont creusé au niveau du sol les vides sanitaires, on appelle ça. Enfin, non, c'est le sous-bassement. Les sous-bassements. Les sous-bassements, il y a certainement 5 mètres de hauteur de pierre, et de ce fait, on n'a jamais de condensation au niveau du sol. Parce que la plaie des trinquets, quand il y a des temps humides, après des froids, disons des froids importants, c'est effectivement que vous ne pouvez pas jouer si jamais la condensation se met. Et donc, ça a été construit d'une manière remarquable. En plus, comme dit Noël, la verrière, elle est unique. Elle est unique, cette verrière. Vous voyez, celle de Saint-Palais, elle en a un peu, mais celle de Saint-Palais, la structure métallique, c'était du temps de Lesseps. Oui. Et Jean-Pierre, son père Jean-Pierre, effectivement, ont imité aussi cette structure métallique. Hein. Alors, dans cette histoire du trinquet Garat, ça a été une opportunité extraordinaire parce que la Goïse Koïsara, à ce moment-là, le président était Pierre Echandi, qui a été entre nous au moins 40 ans comme président, organisateur extraordinaire au niveau de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il a fait des choses formidables. Et donc, lui, il a beaucoup aidé les Garat dans les défis, dans les championnats, et surtout pour accueillir les joueurs comme nous qui étions jeunes, pour accueillir les joueurs qui viennent dans le trinquet pour s'entraîner. Parce qu'il faut dire une chose, que quand un trinquet est privé, comme c'était l'époque à ce moment-là, le privé, il ne faisait pas de cadeau. Hein. Même si vous étiez un bon joueur de pelote, il fallait passer à la caisse. Il fallait payer les lumières, il fallait payer l'heure d'entraînement, il fallait payer les douches. C'était normal, c'est privé. Et malheureusement, beaucoup de privés ont revendu les trinquets dans les municipalités parce qu'ils étaient en faillite. Quoi. Ils ne pouvaient pas faire fonctionner. Mais lui, ici, la situation de trinquet Garat a été quelque chose de formidable parce que créé en 1937, le cinquantenaire, on l'a fait en 1987. Jean-Pierre Garat avait organisé ce cinquantenaire. Et là, il y a toute une époque quand même, après la guerre, qui a été vraiment avec des joueurs d'ici locaux, qui étaient Chemendi, Egui, Gary Coyce, enfin, ça vivait extraordinairement bien. Et la Goïse Koïsara a connu des succès dans ce trinquet avec des défis qui ont été, n'en parlons pas, qui ont été suivis par des foules. Et ce qu'il y a dans ce trinquet aussi, il faut remarquer la capacité de ce trinquet. La capacité de ce trinquet est exceptionnelle. Vous avez, c'est numéroté, vous avez comme numéro de trinquet 475 places assises. Et vous avez, avec le deuxième et troisième rang, deuxième vous pouvez être même assis, mais vous avez possibilité de rentrer 940 personnes. Bravo. Maintenant, avec la sécurité, comme la mairie a été obligée de faire des travaux après l'avoir racheté, il y a heureusement la sécurité,
très attentifs à tout ça. On ne peut pas rentrer ce public-là, mais dans le temps, ils l'ont fait. Bon, et surtout, du temps de Jean-Pierre Garat, donc, qui avait organisé même dans ce trinquet des festivités, il avait reçu même Enrico Macias, là. Et ce Enrico Macias, je ne sais pas, il n'a pas porté beaucoup de chance, mais enfin bon, c'était comme ça. En 1967, quand il y a eu le tremblement de terre en 67, en août, eh bien, il y a eu la verrière qui s'est fissurée et compagnie, hein, et le trinquet qui bougeait. Et ça a été, ça aurait pu être une catastrophe, hein, 1967. Donc, il y a eu des spectacles autres que la pelote. Bon, ceci étant dit, ce trinquet Garat, maintenant, la date qu'il faut retenir, si je n'oublie pas encore d'autres choses, mais on pourra y revenir si je ne parle pas trop. Non, c'est bien, c'est passionnant. Ce qu'on va situer, c'est l'achat de ce trinquet Garat. Parce que le trinquet Garat, donc un privé, le premier gérant, Garat, il l'a géré jusqu'en 1970. Le premier gérant qu'il arrive à faire venir dans ce trinquet, et le café, bien sûr, le café-restaurant, c'est Georges Maillero. Donc Georges Maillero là, arrive en 1970-71, et quelque chose de remarquable. Il organise tous les lundis des parties, et il fait venir surtout des parieurs, parce qu'une partie de trinquet sans parieurs, c'est pas une partie de pelote. Il organise des soirées, n'en parlons pas. Il y a un boom extraordinaire dans ce trinquet. Et arrive 3 ans après Jean-Marie, parce que Georges donc, avait développé en l'espace de 2 ans une situation florissante. Et tout seul, il ne pouvait pas assurer le travail et du restaurant, café, et du trinquet. Donc Jean-Marie arrive, et quand Jean-Marie prend les rênes en 1975, lui aussi donne un nouvel élan dans ce trinquet en faisant de gros défis, en particulier celui de 1982, où je peux vous dire, parce que j'étais dedans, c'était un vendredi soir, et Jean-Marie avait vendu 1240 billets. Parce qu'il avait toujours la situation en main. Il disait, quand on était au téléphone, quand les gens disaient, bon, est-ce qu'il y a de la place? Mais oui, mon ami, il y a toujours de la place. Donc, on a rentré des gens, il fallait voir. C'est dommage, on n'a jamais eu de photos. Heureusement qu'il ne fallait pas photographier parce qu'il serait parti en prison. Donc, il y avait ce défi, Enchos Pecaricard, qui était tout jeune, 20 ans, qui était vraiment des étoiles de la Goïseko Isara, contre Dufour et Jean-Baptiste Garat, qui étaient champions de France indépendance, qu'on appelait indépendance téléprofessionnelle. Donc, un vendredi soir, au mois de novembre, il fallait le faire. Donc, Jean-Marie Maillero, dans cette situation, c'était le responsable que personne n'a pu égaler depuis, hein, je peux vous le dire. Et en plus de ça, ils avaient inventé les fameux balles. Et il nous bâchait le premier étage. Le bar, il était sous le tambour là, donc de gauche. Mais c'était un bar qui n'a jamais connu depuis, parce qu'il faisait pratiquement 20 mètres de long. Et les gens, ça marchait là, hein, ce moment-là. Il n'y a pas de restriction. Hein. Pour prendre la voiture après, malheureusement, il y en a certains qui ont certainement dépassé les bornes. Bon, ceci a fait que ce trinquet a été très bien, très florissant. Jean-Marie est parti. Jean-Pierre Garat trouve un autre gérant, M. Kakarech, qui arrive là, lui, en 1987, et qui reste 8 ans jusqu'en 1994 exactement, jusqu'en avril 1994. Et en 1914, enfin, la municipalité se décide à acheter ce trinquet. Mais je peux vous dire, pour avoir été un peu, j'allais dire, la cheville ouvrière, si c'est pas plus, que ce trinquet, s'il est devenu municipal, je peux vous dire que c'est, bon, grâce sans doute à la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais surtout, je ne veux pas me mettre en valeur, mais
on s'est battu pour qu'il soit municipal. Mais il faut le dire, si vous avez fait quelque chose de bien. Ça a duré 2 ans. Cette bataille a duré 2 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est passé? Parce que la municipalité de Saint-Jean-Pied-de-Port, au départ, le maire de cette époque-là, n'en voulait pas de ce trinquet. On ne peut pas dire son nom parce que... Non, il est décédé, puis voilà. Comme vous dites ça très gentiment, c'est bien. Et moi, en 1992, j'étais aux Jeux olympiques de Barcelone, avec Nelson Payou. Et à ce moment-là, j'étais aussi à la fédération avec Dominique Bourtino, qui était président. Et mon idée était que ça soit la Goïse Goïsara qui achète ce trinquet. Et Nelson Payou, à Barcelone, m'avait dit, écoute, Maïté, on va te donner 50 millions. 50 millions, moi je parle de millions, de centimes. Non, centimes. Pas l'euro, quoi. 50 millions de centimes. Ancien franc, bon, et euros maintenant, ne m'en parlons plus. Et donc, il me dit, je vais te donner du FNDS, c'est exceptionnel. Boutino m'a parlé de ton dossier, je vais te donner 50 millions. Et le conseil général, avec Jean-Marie Maillaro, le président du conseil général à ce moment-là, était le père de Grenet, Henri Grenet, qui était président du comité du conseil général. Et je vais dans son bureau pour lui expliquer la situation, et il me dit, bon, écoutez, Maïté, votre trinquet, c'est pas la Guisico qui peut l'acheter. Parce que ce trinquet, parce que le conseil général, à ce moment-là, ne donnait des subventions, c'était 40 millions de centimes, que à des trinquets neufs, ou des murs à gauche neufs, enfin, on construisait. Mais dans des anciennes trinquets, ou à rénover tout, non, il ne donnait rien. Donc, il me dit, ce que je peux faire, parce que vous, en tant qu'association sportive, vous êtes loi 1901. Bon, moi, du conseil départemental, conseil général, je ne peux pas, à ce moment-là, il s'appelait conseiller général, je ne peux pas vous donner cette somme. Mais, par contre, je peux la donner à la municipalité. Et donc, ça, c'est en 92. 92, Jeux olympiques de Barcelone. Vous voyez le départ. Donc, 2 ans après, le trinquet et le café-restaurant se vendent en 94, exactement le fin avril, mai 94. Mais dans ces subventions, effectivement, la mairie devait acheter ce trinquet. Autant que je me souvienne, c'était de 200 millions. Oui, 200 millions. Oui, 200 millions. Et pratiquement, je rapportais, par ces subventions, je rapportais la moitié. Donc, en bataillant, le maire de l'époque se dit, bon, parce que moi je voulais qu'il soit municipal d'une part, puisqu'on ne pouvait pas, la Guisico, bien sûr, ne pouvait pas l'acheter, pour indiquer que ce trinquet, c'était pour la Guisico quelque chose de très important, parce que quand on paye des locations dans les autres trinquets et autres, même municipaux maintenant, je peux vous dire que actuellement, il y a 25 heures par semaine pour les joueurs de la Guisico Isara, que ce soit garçons et filles. Donc vous multipliez ces heures par 15 € minimum de l'heure, plus les douches et compagnie, les lumières et autres, ça vous fait... c'est intenable, c'est pas possible. Donc c'est dans ce sens-là que je bataillais pour qu'il soit municipal. Donc je vois cette concurrence de la municipalité. Bon, financièrement, certainement, ils n'avaient pas les ressources aussi peut-être pour y acheter. Bon, finalement, longue histoire, même assez désagréable à un moment donné, mais finalement, au mois de mai, ça y est, il est acheté en mai 1994. Et là, à partir de 1994 jusqu'à maintenant, alors 1994, le trinquet est géré par Goïseco Isara, municipalité, et Jean Olaran, ou son fils, Yves Olaran. Donc, c'était une gestion tripartite. Ça a duré 3 ans. Et en 97, nous créons, avec un conseil juridique et avec, donc, bien sûr, un comptable, l'expert comptable, nous créons Garasico Pilota. Et Garasico Pilota
est une filiale de la Goiseco Isara. Donc Garassi Copilota avec donc la Goiseco, c'est idéal. Parce que la Goiseco, elle a besoin d'heures, elle a besoin de disponibilité pour la Ligue, pour la Fédération, il n'y a aucun problème. C'est ouvert. Et nous, grâce justement à Garassi Copilota, on crée une structure, mais il n'y a qu'un gérant. Et un gérant, actuellement, c'est moi, depuis maintenant 10 ans, parce que le gérant ne pouvait pas être président de la Goiseco et gérant du Trinquet. Donc il fallait avoir deux responsables pour l'un et pour l'autre. Donc Noël Ricard, il connaît ça particulièrement bien. Depuis 10 ans avec Serge Faté, puis des amis qui sont très proches, qui sont là tous les lundis. C'est un formidable travail. Ah oui, mais après il va parler de tout ce qu'il fait, hein, parce que moi ici je ne suis pas grand-chose. Responsable de la com. Voilà, mais je ne suis pas grand-chose maintenant. Donc c'est eux qui sont les têtes pensantes, mais surtout moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de continuer à garder ces lundis, C'est pour ça que depuis 94, donc 28 ans, je peux dire, j'ai créé la Coupe des Chasseurs, j'ai créé le Super Prestige, et on essaye tant bien que mal à maintenir le trophée de 6 qui serait dans sa 4e année, le Challenge de 6, qui serait dans sa 44e année, édition. Mais avec cette pandémie, avec maintenant tous les calendriers des joueurs professionnels, et c'était toujours à Pâques, mais on ne peut plus, les finales c'était à Pâques, et du temps de Maillero justement, et on ne peut plus faire à Pâques parce qu'il y a un tas de tournois de pelote d'un côté et de l'autre, et c'est très difficile de trouver une date. La dernière date que nous avons trouvée qui marchait bien, c'était à Pentecôte. Ça marchait, le lundi de Pentecôte, c'était bon. Voilà, donc Garassi Copilota, filiale de la Goiseco Isara. Et tout ce qui est Garassi Copilota, donc on a un expert comptable, on a un conseiller juridique, on a la commission de sécurité qui passe bien sûr tous les 3 ans, il faut être... Et surtout, avec la municipalité, on a un contrat. On a un contrat, bon, on n'a rien à cacher, on paye 1 500 € par mois à la municipalité de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais est-ce que vous arrivez à en sortir avec tous les partis de lundi ou comment ça se passe? On s'en sort très bien. Mais je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y, on vous écoute. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on a fidélisé un public. Et depuis 28 ans, nous organisons pour le public ce qu'on appelait à ce moment-là un sikiro. C'est-à-dire que le public qui venait là 1, 2 fois, 3 fois ou 52 fois, eh bien, on l'invite à un repas. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'était unique parce que tout ce qui était trinquet privé et autres, personne n'a invité un public gratuitement à venir. Et on passe et ça tombe lors de la finale de la Coupe des Chasseurs, qui était une compétition très intéressante. Et les gens, ça viennent avec plaisir. Certains vous diront, oui, mais ils ne sont pas là tous les lundis, oui, mais attends, mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'ils viennent et qu'ils participent. Même s'ils ne viennent pas une fois, mais, et que le type, bon, pour une raison ou pour une autre, bon, il serait venu, mais il n'est pas pu venir. Mais c'est aucun problème. Alors surtout, c'est que ça a fidélisé le public. On a 5 à 6 maintenant, 6 restaurants, une fois par mois. Ils nous donnent, alors quand il y a 5 lundis, c'est notre restaurateur, le 5e ou le 6e, mais une fois par mois, on a 4 restaurants. Le premier lundi qui nous offre 2 repas tirés au sort, donc à la fin de la partie, c'est au Laran. Après, c'était Maillero, relais de la Nive. Après, c'est le café Tipia. Après, c'est donc Pascal Ouyarburu. Après, nous pouvons compter donc, sur Tijta, au Sous-Olanil, Pekoitz, chez Ainsil, restaurant Pekoitz, restaurant Gamia, vous voyez, c'est des gestes qui font plaisir.
Il faut les remercier, c'est des gens très sympathiques. On les remercie quand on peut se permettre d'aller manger chez eux. En plus, on mange bien ici. Ah, ça mange très bien. Pas bien, très bien. Donc, ceci étant dit, c'est dans une occasion unique comme ça que le public a été fidélisé avec des petits gestes. Et puis surtout, c'est la création aussi. L'étape importante, ça a été Super Prestige, c'est sa 28e année. Et Super Prestige, j'ai des amis qui sont toujours comme partenaires, en particulier Intermarché, qui a été le premier, Jacques Etcheverse, je le cite parce que c'était le premier. Et normal. Avec une vingtaine, maintenant même on avait dépassé une vingtaine de partenaires, qui nous donnent certains vraiment bien, d'autres même. Mais ça nous suffit d'un geste. Mais voilà, et je vais vous dire, ça vient du cœur. Voilà, et je vais vous dire, grâce à ces partenaires, bien, on se permet de payer des joueurs d'une manière remarquable. Des joueurs de la recette, ils ont 35%. On fait une différence entre les gagnants et les perdants de 15%. Et donc, les joueurs, quand on les appelle, ils viennent en courant. Parce qu'ils savent qu'il y a un attrait financier, bien sûr, mais aussi un attrait du public qu'il a. Et ils savent très bien que s'ils viennent là, il ne faut pas qu'ils viennent avec le mal aux mains. Parce qu'autrement, ils restent à la maison pendant 3 mois. Donc, il y a une règle sportive que nous voulons toujours assurer. Donc, ce Super Prestige... c'est une réussite magnifique. Tout le monde en parle. Oui. Et puis il y a tous les grands pilotaries à côté. Tous les grands. Qui viennent. Mais bien sûr. Et puis nous on invente toujours une petite chose. On a fait venir quand même des Basques espagnols comme González, comme Maïs, et puis des jeunes qui pointent à l'horizon. Et puis, et puis on fait des barrages, et puis après il y a partie de poule, et puis bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais grâce à ça, c'est très bon. Alors, pour en revenir au côté financier de Garassi Copilota, ça permet, en particulier pour les frais de pelote à main nue, puisque ça se passe en trinquet. Donc, avec la comptabilité, il faut être précis là-dessus. Toutes les pelotes de main nue, payées par Garassi Copilota, c'est offert à la Goïseko Isara. Donc, c'est des centaines de pelotes. Une pelote actuellement senior, c'est 35 €, pratiquement. Une pelote qu'on appelle Gauchoac, à Pumpa, parce que c'est un monsieur, c'est un fabricant extraordinaire avec qui nous avons des relations donc, depuis 30 ans et puis qui travaille très bien. Une pelote Gauchoac, pour les petits qui démarrent, c'est 14 €, vous voyez. Donc c'est une somme considérable. Au bout de 28 ans, je peux vous dire que ça fait gros. Donc avec tout ça, on se permet à la Goïseko Isara de pouvoir s'entraîner gratuitement, d'avoir des pelotes donc à main nue, qui est le matériel avec le schistera bien sûr, qui est aussi conséquent, mais surtout à main nue. Donc ça rentre dans le cadre, vous voyez, de ce trinquet-garat, de ce que fait Garassi Copilota pour la Goïseko. Parce que Garassi Copilota n'est qu'une filiale, mais c'est une entreprise. Donc on paye les impôts, l'URSSAF, tout ce que vous voulez. Mais grâce à notre bénévolat, Noël, il faut dire ce qui est, on ne se plaint pas, on est très bien. Et les primes que reçoivent, en particulier au Super Prestige, c'est plus important que ce que leur donne la fédération. Et que n'importe quelle autre organisation. Revenons au tournoi de sa sœur qui a commencé déjà. Oui. Et la semaine prochaine, il y a une partie à Lindi. Je crois Olsomendi, Uturbe contre Enchospe à Moulin. Oui. Donc, parlez-nous un peu de ce super tournoi de sa sœur. Qui a commencé déjà. Comment ça va se dérouler? La finale, c'est éliminatoire direct. Voilà, donc il y a 4 parties. 4 parties éliminatoires. Donc les demi-finalistes, ce seront les vainqueurs, les 4 équipes vainqueurs. Et après, la finale, ce sera le dernier lundi du mois d'octobre, le 25, avec après le fameux repas, le repas de la Coupe des chasseurs. Avant le repas, à midi le repas. Ouais. La partie sera après. Après, oui. Après, ouais, bon. Je mange avant. Voilà. Après, c'est après parce que vous n'attendez pas. Donc la finale sera après le repas.
Et là, c'est vrai que c'est la grande fête, parce que bon, le repas, ça passe toujours très bien, c'est toujours fait de bonne humeur, ça chante, ça ceci, cela, tout le monde est content de se voir ensemble. Et donc voilà, c'est quand même c'est le tournoi le plus aimable, on dira. Voilà. Après, évidemment, il y a le Super Prestige, mais le Super Prestige qui va arriver vite. Qui va arriver vite, puisqu'il va commencer au mois de novembre. Le Super Prestige est un tournoi individuel, donc c'est plus âpre, c'est beaucoup plus dur. Et là, vraiment, ce sont les très très grandes pointures qui arrivent à se dégager. On voit quand même, à la finale de l'année dernière, qui malheureusement était à huis clos, c'était une douleur de voir ces pauvres joueurs jouer comme des dingues et ne pas se faire applaudir, ne pas se faire encourager, enfin bref. Voilà. Mais bon, à la finale, on a quand même vu une belle finale entre Larralde et Sanchez. Et évidemment, c'est Peyo Larralde qui a vaincu, sans applaudissement du public, hélas. Voilà. Mais voilà, je voudrais quand même attirer l'attention sur la fidélisation du public du Garat. Les spécificités du Garat, premièrement, une partie tous les lundis de l'année. C'est le seul trinquet où il y a une partie par semaine, surtout de haut niveau. Et en 50 points aussi. Les parties en 50 points. Alors, je vois par exemple, il y a une dizaine de jours, il faisait une chaleur accablante, il devait faire 35 ou 36. Je ne vous dis pas la chaleur au deuxième étage, au premier étage encore moins, mais quand même, c'était quand même le four au niveau de la cancha. Et Edouard a dit que la partie se ferait en 40 points pour ménager quand même les joueurs. Et il a eu droit à une bronca qui nous a quand même assez stupéfaits. Donc ça veut dire aussi que le public, et surtout les parieurs, sont très très demandeurs de ces parties en 50 points qui sont des parties de marathoniens. Et le public aussi, puisque en une partie, vous meublez quand même tout votre après-midi de pelote. Ils attendent toujours ça. Et pour revenir aussi à les écoles, vous avez sorti cette année, il y a plein de jeunes de Gocheco qui ont joué. Antion Liro, Malik Niang, Andoni Ipar, aussi Alexis Egui. Parlez-nous de ce jeune, parce qu'ils sont formés à Garassi aussi. Et Malik Niang. Malik Niang. Ben, ces 4 joueurs, bon, nous on les connaît très bien sûr, mais enfin, nous n'avons pas la responsabilité des entraînements, de la formation. Là, maintenant, ça fait quand même 8 ans que je me suis retiré de la Mais ils sont la d'ici présidence. quand même. Ils sont d'ici. C'est des gens de Garassi qui oui, les entraînent. oui. Et c'est des gens de chez nous. Donc, Antion Duro, il est du Arcise. Alexis Segui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le petit-fils de Jacques Su, de Alexis Segui, qui s'appelait, son prénom c'est le même. Après, nous avons donc Malik Niang, qui est ici d'Ispour. Et donc, Andoni Ipar, le plus jeune, qui a 20 ans, qui va faire 21 ans, je pense, à la fin de l'année, qui est de Saint-Jean-le-Vieux. Ces 4 jeunes-là, qui vous voyez les années à venir champion de France? Là, vous me posez une colle, donc je ne vais pas répondre. Les quatre. Non, on a eu un petit regret, enfin, bon, au niveau des dirigeants de la MNU, et puis, bon, Serge, mon fils, c'est lui maintenant qui est président, c'est sûr qu'il aurait aimé que dans ce dernier championnat de la fédération, ils ont fait jouer avec les Espagnols, Sierra Ugarte, Saint-Paul et Echeverria, ils ont fait jouer dans le groupe B. Mais à la fin, c'était mal passé parce qu'on pensait quand même, puisqu'il y a quand même dans le groupe B actuel, beaucoup de gens qui sont un peu vieillissants. Bon, ils sont sur leur fin de carrière. Et surtout, certains qu'on ne voit plus depuis 2 ans. Par exemple, Bilbao. La fédération du maintien. Ben voilà, les fédérations. Mais voilà. Là, c'est un regret qu'on ne comprend pas. Ils ont voulu qu'ils restent amateurs, alors qu'ils ont rendu service à la fédération pour avoir fait ce championnat, parce que le championnat de groupe B a eu lieu. Et ce qui est dommage, quand ils ont fait le passage, là, les indépendants, pour passer indépendant, amateur indépendant, il n'y a que Echeverria et Saint-Paul qui, il y a 2 ans, avaient été champions de France, et il y a ceux-là qui sont passés, et il n'y en a qu'un indépendant qui est revenu amateur. C'est dommage pour ces jeunes parce que, bon, dans leur tête, ils avaient fait de bonnes parties, puisque même en plus, ils avait gagné avec les
était avec Biel contre Nyang Arismendi. Exactement. Voilà, ils étaient en finale du groupe B. Ils ont gagné. Même Alexis Segui avait remplacé au pied levé, il avait joué à Sparin face à Peyo Laralde en groupe A. Et il n'avait pas été ridicule. Aussi, il a joué à Saint-Palais aussi, je crois. Oui, avec Dikassou. Je me rappelle plus, ils avaient remplacé qui. Et Antion Duro jouant avec Elgar, les parties de poule, il y en avait 6, il en gagne 6. Ils avaient bien commencé. Mais oui, ils avaient très bien commencé. Les 4 avaient très bien commencé. Et bon, c'est un peu dommage. Je crois que pour la pelote et pour le public, c'est ça que... En plus de ça, bon, si on revient au public, cette pandémie, mais c'est très dur. Le public, pour le reconquérir, en particulier nous les lundis, on a affaire à des personnes âgées. Oui, mais là, on est en train de le reconquérir. Parce que les gens, ils viennent avec leur passe, il n'y a pas de problème. Ils sont... Mais l'envie de venir, puisqu'on a ouvert au mois de mai, ça a été difficile. Hein. Ouais, mais maintenant, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Voilà, c'est derrière nous. Avance mais la fédération ne s'est pas rendue compte. Moi, il me semble qu'ils ne se rendent pas compte que pour les partenaires du championnat qui vont venir, si c'est les mêmes qu'on connaît depuis 10 ans, qui font le championnat, à part bien sûr le haut niveau, là, rien à dire, mais ça ne va pas attirer la foule. Par contre, s'ils avaient pu intégrer tous ces jeunes, les 8 particulièrement, mais au moins il y en a 7 qui sont jeunes sur 8, les gens seraient venus. Oui, mais après il faut mettre tout le monde, tant que jouer 2 mois ou 3 mois, et mettre tous les jeunes, les nouveaux qui sont arrivés. Oui, mais bon, je ne suis plus à la fédération et je suis resté quand même une quinzaine d'années maintenant, il y a longtemps. Hein. Alors moi, ça me regarde plus, mais puisque vous me parlez de 4 jeunes, c'est sûr que la Goïse Koïsara, comme beaucoup de sociétés de pelote, il y a des hauts et il y a des bas. Et c'est comme ça. Et ça va être comme ça. Et actuellement, d'après ce que me dit mon fils, donc il y a ces 4 il y en a d'autres aussi, me semble-t-il, en junior aussi, il y aurait peut-être une bonne équipe. Mais enfin, mais surtout ce qui nous a fait plaisir, c'est que, bon, les Biscoubi, tout ça, c'est... Il y a Lafitte aussi, un jeune talent montant. Lafitte, il n'est pas là où il s'est Oui, mais je sais qu'il a Biarritz. Oui. Mais c'est des jeunes montantes. Nous c'est ici que nous devons être forts. Donc c'est ici. Attendez, juste une petite chose. Oui. Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai compris qu'ils ont fait les inscriptions là, pour la pelote. Et il y a 37 mini-poussins et poussins. Ça, quand on m'a dit ça, mon fils, je lui ai dit, mais c'est magnifique. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas assez de créneaux horaires pour installer tous ces petits. Avec tous les seniors et compagnie. Hein. Ça, c'est un signe évident qu'on n'est pas mort. Oui, mais parce que la pelote, c'est beau, c'est bien. Est-ce que vous avez un pelotari que vous entendez bien, tous ces jeunes, que ce soit Dikassou ou Laralde, vous avez un que vous entendez bien? Oui, on s'entend très bien. On s'entend très bien. Ce qu'il y a, nous, on est responsable quand on les fait venir que des lundis. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir de belles parties, de voir des gens qui mouillent la chemise, et puis des gens en plus des jeunes, qu'on peut faire connaître, par exemple la Cour des chasseurs, et puis l'important pour nous, c'est le côté sportif. Après, relation par rapport à ces joueurs, c'est une relation cordiale. Pour l'instant, j'ai pas encore entendu dire de ces joueurs-là, monsieur Maïté, il y avait tant de monde, vous m'avez donné tant, parce qu'on a connu ça, hein, dans le temps, hein. Attention, hein. On a connu, ouais, vous ne donnez pas ce qu'il faut. Alors, et vous, Noël, est-ce que tout ce pilotage est plus désagréable? Non. D'abord, il faut souligner quand même que les joueurs de pelote, les pilotari, ce sont des gens qui sont remarquables parce que depuis l'euro, le prix d'entrée est de 10 €. Tous les mois de spectacle où le prix n'a pas changé depuis 20 ans. Et quand ils viennent jouer, alors c'est en 50 points, déjà c'est pas mal, il faut avoir le courage d'affronter une partie en 50 points contre qui que ce soit.
mais ils se donnent, mais moi je suis toujours émerveillé de la motivation, de l'envie de jouer, l'envie de plaire, la rage de gagner qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pendant très longtemps, j'avais un ami là, qui venait de Marseille, et il regardait les joueurs, il me dit, mais on ne voit ça que à la pelote. Voir que des jeunes ou des gens confirmés qui jouent comme ça un lundi, alors qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, mais avec cette envie de jouer, de mettre en valeur son avant, son arrière, etc., de ramener la pelote, de faire le filet, ceci, cela, il me dit, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et j'en veux quand même, pour illustrer la chose, tempête de grêle sur le Garat, et voilà toute la cancha qui est mouillée, mais bien mouillée, c'était une véritable patinoire. Il y avait 5 personnes qui étaient sur la cancha, avec les balais, en train d'écoper. C'était les 4 pilotali et l'arbitre. Et mon ami de Marseille, quand il a vu ça, il me dit, même chez moi à Marseille, les joueurs de foot poussins, ils n'auraient pas fait ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter une dernière chose, si tu le permets. Je vais te tutoyer quand même, parce que tu es quand même très, très jeune par rapport à moi. Oui, bien sûr. Et... Vous êtes nos grands-pères. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je te remercie. Pour Infogarassi, je te remercie. Je te dis franchement, quand tu es arrivé grâce à Noël, il me semble que c'est toi qui l'as introduit au Trinquera. Je connais le Pito, il était plus sympathique, ça passait tout de suite. Et ça ne m'étonne pas que ça passe tout de suite. Entre nous aussi, ça passe très bien. Et même plus que bien, très bien. Donc, non, quand je t'ai vu arriver sur le tambour, avec ton matériel, je me dis, qu'est-ce qui me fait celui-ci? En plus, le tambour du Garat derrière là, il y a 2 rangées, mais la première rangée, les types, même ils ne peuvent pas rentrer leurs genoux. Et toi qui arrives avec ton matériel, ça c'était délicat. Je me dis, mais c'est pas possible, il ne peut pas filmer comme ça. Parce qu'on a eu Escual Televista et compagnie, hein, pour la finale du premier Super Prestige, on avait Escual Televista. Tu aurais dû voir le bazar qui nous mettait en place. C'est tout juste... S'il ne nous faisait pas casser les portes, les fils. Et même, je vais te dire, pour un défi qu'on avait fait en 89, en tête-à-tête, en Chospé et Retigui, le grand fronton, comme la pelote était noire, va pas, même il voulait, il voulait nous peindre le fronton en blanc. Mais après, c'est normal parce que maintenant, on a peint le trinquet en vert à cause de ça. Le trinquet en vert, c'est une réussite, hein, avec les lignes rouges et tout sur le côté. Non, pour en revenir à Infogarassi, magnifique. Magnifique. Continue comme ça. Et nous, enfin, Noël particulièrement, mais moi aussi, tu m'as étonné. Tu m'as étonné dans cette progression que tu as eue, mais surtout pour faire connaître la pelote. Je te dis franchement, moi j'étais très, très sceptique toutes ces télévisions, et puis quand ils viennent certains, moi, je ne suis pas très enthousiaste avec ça, hein, parce qu'ils sont toujours exigeants. Et il y a ceci. Bon, ils arrivent à 4 heures, ils arrivent à 5 heures. Et moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je fais des prises et puis je n'ai pas assez. Le voltage comme il est. Puis bon, les lumières, c'est pas assez fort. Non, là, bravo, chapeau, et continue comme ça à faire connaître la pelote, mais particulièrement, bien sûr, la Wissikovicia. Moi, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, vous et Noël. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Et puis aussi, on va annoncer le parti de lundi. Oui. Parce qu'il y a le tournoi de sa sœur. Lundi à 17h, il y a also Mendy Iturbe contre Enchospe à Moli. À 17h, le parti en 50 points. Éliminatoire. Voilà, éliminatoire. On sera en direct à Garassi, au Trinquet, à 17h. Soyez là. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, juste une petite parenthèse. Merci à nos 2 médias préférés, c'est-à-dire Charlotte Talmont aussi. Et à la Chan, de Infogarassi. Elle aussi, elle est là tout le temps. Pour des personnes qui viennent de l'extérieur, c'est quand même remarquable et c'est à souligner. Oui. Je voulais vous remercier, vous qui nous regardez partout. Continuez à nous regarder. Si vous avez quelque chose à dire, le micro est ouvert pour tout le monde. Milesker.